qui prédisent, c'est un petit zoom sur l'étude, mais on voit, ça, c'est l'utilisation de Kotlin suite à l'annonce du Google I.O., suite à l'étude qui a été faite, et suite à la publication de cette étude, qui a eu lieu il y a quelques semaines, et les prédictions d'utilisation de Kotlin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en un an, donc en décembre 2018, on va avoir plus de 51% du marché qui va être sur Kotlin au niveau Android. Je parle vraiment d'Android, sur la partie applicative Android. Donc on voit vraiment cet engouement fort, et le fait que beaucoup de gens vont migrer, beaucoup d'applications vont migrer sur Kotlin. Et je trouvais, alors vous verrez aussi les slides, vous aurez le lien sur l'étude, tout ce qui va bien. Mais je trouvais que c'était intéressant de vous montrer ces chiffres, parce qu'ils sont quand même assez forts. Et il y a peu de langages qui sont allés aussi vite. Et voilà, il y a vraiment un phénomène qui est en train de se passer. D'où le fait d'ailleurs que JetBrains est en train de structurer tout ça. Et puis je reviens donc sur le slide des news, comme ça je peux laisser Salomon en parler. Ok, donc rapidement, ce qui se passe dans Kotlin en ce moment. Donc, j'imagine que vous savez qu'il y a quelques mois, Kotlin 1.1 est sorti. Et la grosse feature de Kotlin 1.1 à ce moment-là, c'était les coroutines. Et ça tombe bien, vu que je vais vous en parler dans quelques temps, dans quelques moments. Et donc, Kotlin 1.2 vient d'être annoncé, et on se rend compte que JetBrains commence sérieusement à pousser Kotlin sur le multiplateforme. On sait que Kotlin 1.1 compile très bien, et ça marche, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais d'expérience ça marche très bien. Kotlin compile en JavaScript, et le gros focus aujourd'hui de JetBrains sur Kotlin, c'est Kotlin Native, qui va permettre de compiler du Kotlin sur des processeurs natifs, donc en assembleur natif. Et ça veut dire qu'on va pouvoir faire tourner du Kotlin sur des plateformes embarquées, sur du Linux, sur du Raspberry Pi, ça c'est pas génial, et aussi sur iOS pour ceux que ça intéresse. Donc on va pouvoir avoir avec Kotlin une seule code base, et ensuite cross-compiler cette code base en JS, en JVM, en bytecode JVM, et en bytecode LLVM qui lui ensuite compile sur iOS ou sur Linux ou sur tout ce que LLVM a comme backend. Voilà, le principal ajout de Kotlin 1.2, c'est ça. On voit aussi que JetBrains écoute, puisque je ne sais pas si vous aviez vu qu'il y a 6 ou 8 mois, ils avaient fait un petit questionnaire sur Internet à l'occasion de la sortie de Kotlin 1.1, où ils demandaient quelles sont les features qui vous intéressent le plus, qu'on mettrait. Kotlin 1.2 apporte aussi une de ces features, c'est pas grand chose, mais c'est le fait d'arrêter de mettre array off quand on a des arrêts dans les annotations. Donc là, on a un arrêt littéral uniquement dans les annotations. Le arrêt littéral ne fonctionnera pas dans le code, mais c'est toujours ça. Et ça, c'était une des features qui était le plus demandée dans ce questionnaire. Donc, on voit qu'ils ont écouté. La feature, si on regarde le questionnaire qui devrait venir le plus logiquement ensuite, ce serait les Immutable Data Classes, c'est-à-dire le fait d'avoir des value data, c'est-à-dire des classes qui contiennent des données qui ne peuvent jamais changer. Donc le hashcode est en cache, donc ne change jamais. Ce qui permet des optimisations assez substantielles quand on parle de HMAP. Évidemment, on ne sait pas, mais si on regarde un peu ce qui a eu du succès dans ce questionnaire, c'est ce qui devrait venir ensuite. Voilà. On voit aussi que Kotlin 1.1 évolue. C'est pas parce que c'est une version qui est déjà sortie que sur les nouvelles versions mineures de Kotlin 1.1, il n'y a rien qui se passe, notamment Parcelize, qui est une annotation qui permet de générer automatiquement tout ce qui permet de rendre une classe en parcelle pour Android. Vous savez, c'est le remplaçant à
Serialized, merci, j'ai oublié. Donc maintenant, on peut mettre add_parcelize sur une classe en Android et il va générer automatiquement tout ce qu'il faut pour en faire un parcel. C'est pas mal. Voilà, on voit qu'ils améliorent JavaScript sur 1.1. Donc ils utilisent par exemple les typed arrays en JS pour accélérer le code JS. Donc voilà, il y a des choses qui se passent en Kotlin 1.1 comme en 1.2. Mais clairement, le focus de 1.2, c'est le multiplateforme. Et je suis sûr qu'on en parlera ici lorsque Kotlin 1.2 sera sorti. Sachant que dans une semaine et demie, il y a la Kotlin Conf qui se déroule à San Francisco. Je peux ? La Kotlin Conf qui se déroule à San Francisco. Et mon petit doigt me dit qu'ils vont annoncer quelque chose de très très cool pour la programmation en Kotlin sur iOS. Ah. Ok, alors, puisque d'accord. Je n'ai pas en... Donc vous pouvez voir que j'utilise Linux Mint. C'est génial. On va dupliquer. Voilà. Et non, ça ne marche pas. Ah si. Merveilleux. Ok, on peut retourner. On va redémarrer le presentation mode. Ok, donc aujourd'hui je vais vous parler des coroutines. Donc les coroutines, c'est stable mais expérimental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'implémentation des coroutines est stable et qu'en utilisant les coroutines, si vous les utilisez correctement, vous n'aurez pas de crash. Si vous avez des crashs, c'est votre faute, pas celle de JetBrains. Ce qui est important à savoir. Mais c'est expérimental parce que l'API va changer, ou peut changer. Je ne vais pas dire que l'API va changer parce que ça serait faux. L'API peut potentiellement changer. Donc, la première chose à faire lorsque vous utilisez les coroutines dans votre projet Kotlin, donc je vais commencer par vous parler des coroutines de manière globale, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, sans parler d'Android, et ensuite on ira plus sur Android pour voir comment est-ce qu'on peut utiliser la puissance des coroutines sur Android. Donc la première chose à faire quand on veut utiliser les coroutines, c'est ceci, c'est d'ajouter les coroutines, la feature des coroutines. Alors vous pouvez utiliser les coroutines sans, c'est juste que vous aurez un warning qui vous dit c'est expérimental, tu m'as pas dit que tu l'activais, donc ça va marcher, mais votre code aura des warnings, c'est dommage. Alors, qu'est-ce que c'est que des coroutines? Le cœur, le principe d'une coroutine, c'est d'avoir un code qui puisse être interrompu. Ça n'est rien que ça. Okay. Donc si on regarde ce code, on voit que j'ai une fonction qui s'appelle interruptable, qui manifestement prend une lambda en dernier paramètre, et qui simplement affiche before interrupt, appelle la fonction interrupt, et appelle after interrupt. Et puis ensuite, j'ai une fonction, donc ça, normalement, ça devrait peut-être pas runner tout de suite, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. On obtient un objet. Cet objet, je peux vous le dire, c'est une fonction vu qu'on va l'appeler là, et on va voir before run et after run. Okay. Et qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on voit de ce code si je l'exécute? Ouais, je suis désolé, c'est en bas. Je vais le remonter du coup. Comme ça, on devrait pouvoir voir. Ça va, vous arrivez à voir? Je vais le remonter encore un peu. Ça marche comme ça? Je prends ça pour un oui. Donc, on voit qu'il nous affiche les before interrupt, before run, after interrupt, after run. Ce qui nous dit que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il a exécuté ça, puis là il s'est interrompu, ça tombe bien, c'est le nom de la fonction, il a exécuté ça et il a exécuté la suite que lorsque j'ai appelé run. C'est pour ça qu'on a le before interrupt, donc la lambda s'est exécutée tout de suite, s'est interrompue et s'est réexécutée lorsque j'ai appelé run. Et ça c'est la démonstration qu'avec Kotlin et les coroutines, on peut interrompre une fonction simplement avec un mot-clé. Okay. Alors je mens, c'est pas un mot-clé, c'est une fonction.
Donc on va aller voir tout de suite comment ça marche, mais je veux que vous compreniez que le cœur des coroutines, ça n'est que ça. C'est uniquement la capacité d'interrompre une fonction au milieu de son exécution, de pouvoir rendre la main, c'est-à-dire que là, on est toujours dans un thread, donc il n'y a qu'un seul fil d'exécution, on exécute, on rend la main, on dit ok, la suite je la ferai plus tard, donc on sort de ce bloc-là, on arrive là, et puis là, d'un seul coup, on exécute la suite. Alors comment est-ce que ça marche ce truc? Ok, c'est mieux comme ça. Comme vous pouvez le voir, c'est un code un peu complexe. Ce code sera disponible évidemment sur Internet à la fin de ce talk. Je vais juste vous en montrer ce qui, à mon sens, est le plus intéressant. La fonction qu'on avait, elle s'appelait interruptable. Si vous vous rappelez, ici, j'appelle une fonction qui est interruptable et je lui passe une lambda. Donc cette fonction interruptable, okay, elle prend une fonction qui s'exécute sur un interruptable. On va voir tout de suite ça, mais ce qui est important, c'est que c'est une fonction. Okay, et là, le mot-clé qui devient important, c'est ce suspend. Ça veut dire quoi? C'est une fonction, je prends en paramètre une fonction que je peux interrompre. Okay, ensuite, on utilise start coroutine sur la fonction. Voilà, la fonction qu'elle a. On la démarre comme si c'était une coroutine. On lui passe un paramètre, c'est son receiver, vu que c'est une fonction sur un interruptable, donc je lui passe là-dessus. Tout ça, c'est le business interne de Kotlin. Et ce qui est intéressant, c'est que la fonction interrupt qu'on appelait, elle se trouve ici. Donc on va l'appeler sur cet objet. Okay, et qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire, ça suspend la coroutine. Alors quand on suspend une coroutine, on obtient un objet de type continuation, et cet objet de type continuation, je vais simplement le stocker. Et lorsque je vais appeler continuation.resume, à ce moment-là, je vais exécuter, je vais continuer, je vais désinterrompre la fonction. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai créé une fonction qui est de type interruptable, enfin qui est de type suspend function, et ici j'appelle cette fonction interrupt qui va sauvegarder l'état de la fonction, me retourner quelque chose qui me permet de le réexécuter. Et donc ça, c'est la base d'une coroutine. On ne va pas l'utiliser pour le reste de ce talk, mais j'aimerais quand même vous montrer que on peut, entre les interruptions, passer des données. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est exactement le même code, sauf qu'au lieu de faire un interruptable de unit, c'est-à-dire un interruptable de rien, je fais une interruptable de int, et donc quand je run, je lui passe un paramètre, okay, et ce paramètre, il va être récupéré à l'interruption. Donc une interruption peut être un point d'entrée pour récupérer un paramètre ou une valeur de l'extérieur, de l'environnement qui gère la coroutine. Et c'est d'ailleurs exactement le même code. Hein, c'est juste que, je ne vous l'avais pas dit, mais ici, il y a des paramètres templates un peu partout qui permettent de gérer ça. Alors, ce que je vous montre ici, c'est la tambouille interne. C'est comme ça qu'on fait des coroutines. On va voir plus tard qu'on peut faire des coroutines de manière beaucoup plus simple. Mais il me semble intéressant d'appuyer le fait que, contrairement à C#, à JS ou à d'autres langages, JetBrains a fait un choix très différent. JetBrains a fait le choix d'avoir une API de coroutine vachement complexe. Pourquoi? Parce que ça permet de faire énormément de choses. Et on va voir les deux principales que ça nous permet de faire. Mais en gros, si on regarde par exemple JS permet de faire des coroutines uniquement si vous retournez un objet de type futur. Ce qui veut dire que la fonctionnalité du langage est intrinsèquement liée à une classe de la librairie standard. Évidemment, Kotlin a ce genre de choses. Hein. Par exemple, dans un for in, il faut que ça soit un iterable ou un iterator. Donc, on a évidemment des features du langage qui sont liées à des classes. Mais ici, JetBrains a fait le choix d'avoir le moins de API au niveau possible pour permettre aux créateurs d'API
d'intégrer les coroutines sans avoir à forcer le paradigme. La seule d'ailleurs, la seule classe qui fait partie des coroutines, c'est cette classe-là qui s'appelle Continuation, qu'on retrouve ici, et qui permet de gérer le fait qu'une coroutine s'arrête et reprend. Et donc on peut passer des data entre les suspensions. Ok, prenons un code absolument inutile. Un code qui va générer un itérateur, et sur cet itérateur, on va retourner tous les entiers pairs de 0 à 9, puis tous les entiers impairs de 0 à 9. Je suis sûr qu'on peut tous penser à un use case où ce code est super important. Là où je veux en venir, c'est qu'on va générer un itérateur à la volée. On ne va pas créer une liste ou un array ou whatever dans lequel on va mettre toutes ces données. On va générer ces données au fur et à mesure. Et donc on arrive au premier use case des coroutines qui est donc le use case des générateurs, qui a été le premier use case pour JS au niveau des coroutines. Et donc là on a un code qui s'appelle buildIterator demo, donc ça c'est ma petite fonction, avec un yield à chaque fois. Et donc si je vous montre que ça marche, hop, voilà, on peut voir qu'il se passe plein de choses. Alors on va voir le code et comprendre qu'est-ce qui se passe. Hop, voilà. Donc, on a un buildIterator avec une fonction. Cette fonction génère un itérateur et donc ne sera pas appelée tant qu'on ne va pas itérer sur l'itérateur. C'est justement le principe de la génération, c'est de générer les valeurs lazily on demand. Donc, ici on itère, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que on rentre dans l'itérateur, qu'on va yielder 0, donc yield 0. Yield est une fonction de suspension, donc c'est une fonction qui va interrompre l'exécution. Donc l'exécution s'arrête, on ressort et on a got 0. Et ensuite, on va continuer, et lorsqu'on continue, parce qu'il va redemander la suite, okay, eh bien ça va reprendre là, et donc on va avoir continuing after 0. On continue le for, yielding 2, got 2, on reprend, etc. Et lorsqu'on arrive à la fin de cette itération, on commence avec la suite et on va avoir exactement le même comportement sur les valeurs impaires. Ce qui est intéressant là, c'est que faire un itérateur qui sort de manière on-demand uniquement les entiers pairs, c'est facile. D'accord? On gère la valeur next et à chaque fois on renvoie next plus 2. Pareil pour les entiers impairs. Par contre, avoir un itérateur qui renvoie tous les pairs puis tous les impairs, il va falloir gérer un état, ça va être chiant, et donc les générateurs nous permettent de faire ce genre de choses de manière vachement plus intéressante. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On crée une fonction buildIterator avec une fonction suspensive qui va se dérouler sur un builder, on fait de la tambouille interne. Tout ce code sera disponible évidemment sur Internet. Et je ne sais pas pourquoi j'ai encore des breakpoints, c'est que ça ne marchait pas quand j'avais essayé. Et on fait un itérator. Et ce qui est intéressant ici, en fait, c'est cette fonction yield, qui est une fonction de suspension. Donc c'est une fonction qu'on va appeler pour suspendre notre coroutine. Et on retrouve notre fameuse fonction suspend coroutine. Ok, comme vous pouvez le voir, il faut une 60aine de lignes de code pour faire un itérator, parce que le principe des coroutines en Kotlin, c'est de ne pas se baser sur les API. Alors évidemment, JetBrains nous propose leur propre fonction qui fonctionne beaucoup mieux. Si on va regarder un peu le code de buildIterator, on se rend compte qu'il gère le threading, qu'il gère les états, qu'il gère il gère beaucoup plus de choses que mon code qui était quand même assez naïf. Et donc, évidemment, tout ce que je vous raconte là, comment est-ce qu'on fait des fonctions de suspension, appeler suspend coroutine, vous l'utiliserez jamais si tout va bien. Mais c'est intéressant de savoir comment ça marche. Et je dis souvent que dans notre métier, on n'aime pas la magie. On aime un peu savoir comment ça marche. Alors prenons cet exemple de l'itérateur et voyons un peu
le sorte de code que JetBrains, enfin que Kotlin va générer. Notez que c'est très très simplifié évidemment pour tout ce qui est à cause du fait que gestion des threads, gestion des cas particuliers, gestion des exceptions. En réalité, le code généré est beaucoup plus complexe que ça, mais c'est pour vous donner une idée. En réalité, pour chaque fonction suspensive, Kotlin va générer, enfin pas suspensive, pour chaque fonction qui est suspendable, j'ai envie de dire, que chaque fonction qui peut être suspendue, Kotlin va générer une machine à état. D'accord? Et comment fonctionne la machine à état? Prenons notre itérateur qui yield régulièrement, qui yield soit des entiers pairs, soit des entiers impairs. La première chose à comprendre dans une state machine, c'est que cette state machine, cette fonction va être transformée en objet et que toutes les variables ou valeurs que vous utilisez vont être mis au niveau de cet objet. Donc on n'a plus aucune, comme vous pouvez le voir, on n'a plus aucune variable de la fonction. Tout étant l'objet. Okay? Et ensuite, que se passe-t-il? Lorsqu'on yield, donc ça serait à peu près ici, d'accord? La variable importante ici, c'est step. On va enregistrer où on en est, on return, et lorsqu'on retourne dans la fonction, on va, si le step est à 1, on va goto ici, et on reprend ici directement. Comme ici, c'est la fin de la boucle, on reprend, etc. Donc, avec un assemblage de goto et une variable qui sauvegarde l'état où on est dans la coroutine, en réalité, cette transformation permet à Kotlin de générer une state machine, un objet, qui va représenter votre fonction suspendable. D'accord? Donc en fait, il faut s'imaginer, la première chose que Kotlin fait, c'est créer un objet, sortir toutes vos variables de fonction dans la classe, et puis ensuite, à chaque fois que vous utilisez une fonction de suspension, un return, un label et un goto. Le goto ici est en le goto est en commentaire parce que goto en Java, c'est marrant. C'est un, pour l'anecdote, goto est un mot-clé qui existe en Java mais qui ne fait rien. Qu'ils ont réservé pour le jour où ils auraient envie de faire du bad design. Donc, voilà, c'est pour ça qu'en réalité, ce code-là ne fonctionnerait pas, vu que je vous parle évidemment de code JVM, de bytecode et pas de code Java. Mais c'est l'idée, c'est-à-dire que pour chaque fonction suspendable, Kotlin va générer une state machine avec un simple assemblage de labels de goto et une variable d'état. On va pouvoir reprendre votre code au milieu où il en est. Et ça uniquement parce que vos variables sont sauvegardées dans un objet. S'il y avait des variables locales, ça pèterait dans tous les sens. Ok, donc j'ai dit qu'on pouvait, qu'en fait, les coroutines, c'était uniquement une fonction suspensive. Okay? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on peut démarrer une fonction, l'interrompre, et puis ensuite, comme on a un objet continuation qui nous permet de le redémarrer où on veut, on peut continuer cette fonction dans un autre thread. Et donc, on se retrouve avec un code très bizarre. Ne faites pas ça chez vous. Voilà. Où, avant de switcher, on est dans le thread main. Après switcher, on est dans le thread 0. Donc on a une suite d'instructions qui ne vont pas se dérouler dans le même thread. Okay? Donc ça, c'est possible. Il ne faut jamais le faire, mais c'est possible. Et justement, pour éviter que les gens le fassent, Kotlin a proposé une librairie standard de coroutines dont je vais vous parler dans un instant. Une dernière petite chose, donc le créateur du langage, Andrei Breslav, voilà, aime bien cet exemple-là parce qu'il est assez parlant. Voilà, je termine les imports. Et voilà. Donc dans chacune de ses présentations, d'ailleurs, Andrei Breslav, il sort cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on a? On a un code qui utilise les threads et le même code qui utilise les coroutines. On va lancer 10 000 threads, les faire attendre chacun une seconde, puis incrémenter le compteur, et ensuite on va joiner, c'est-à-dire on va attendre chacun que ces 10 000 threads soient terminés,
et on va afficher le compteur juste pour prouver que les 10 000 threads sont passés, et on va montrer combien de temps est-ce que les 10 000 threads sont passés. Et puis on va faire la même chose avec les coroutines. Alors je vous ai dit que Kotlin fournissait une librairie standard pour les coroutines, et donc à partir de maintenant, je ne vais plus vous parler des ce qu'ils appellent les intrinsics, que moi je préfère appeler internals, qui sont donc les fonctions de type suspend, coroutine, etc., qui permettent de se tirer une balle dans le pied. À partir de maintenant, on va utiliser la librairie de Kotlin qui s'appelle kotlinx.coroutine. Alors, pour avoir kotlinx.coroutine, il suffit de l'ajouter dans votre build.gradle et c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser cette fois-ci launch common pool. Launch est une fonction qui va créer une coroutine et l'exécuter dans un contexte. Et ce contexte, ici, ça va être common pool. Le contexte common pool va dire, on va l'exécuter dans maximum autant de threads que vous avez de processeurs. Si j'ai un quad-core, enfin de corps, pas de processeur évidemment, si vous avez un quad-core, il n'y aura que 4 threads maximum qui vont s'exécuter, ce qui est le plus efficace. Et vous avez l'assurance en utilisant launch que vous ne changerez pas de thread au milieu. C'est-à-dire que si vous suspendez dans un thread, vous allez revenir dans ce même thread lorsque la fonction reprendra. Et donc justement, toutes les intrinsics de Kotlin permettent de faire énormément de choses et de s'intégrer dans toutes les librairies. Le fait d'utiliser kotlinx.coroutine vous assure deux choses. Déjà que c'est facile, et ensuite que vous n'allez pas faire des bêtises. On n'utilise pas thread.sleep parce que justement tout l'intérêt des coroutines, c'est de ne jamais bloquer le thread, c'est de rendre la main pour que d'autres coroutines puissent s'exécuter. Donc on va utiliser cette fonction qui s'appelle delay, qui est une fonction suspensive qui va suspendre la coroutine et ensuite la reprendre au bout d'un certain temps. Voyons voir la différence. Ok, donc là, dans ce code-là, on peut voir que ça a pris 3 secondes et 188 millisecondes, mais même si on dit 3 secondes pour créer les threads, ça veut dire que le code, exécuter 10 000 threads qui attendent chacune une seconde, si on était dans un monde parfait, ça prendrait une seconde, parce que l'overweight des threads, ça serait instantané. Normalement, voilà. Donc là, on peut dire que, justement, si on retire, allez, le fait de faire un incrément sur un atomique, si on retire, je sais pas moi, 10 millisecondes, on a quand même plus de 3 secondes et 100 millisecondes, 2 secondes et 100 millisecondes, pardon, on a plus de 2 secondes qui sont dédiées uniquement au management des threads. Parce que créer un thread, ça se passe au niveau du processeur, ça interagit avec l'OS qui va le scheduler, etc. Et on voit qu'au contraire, sur les coroutines, 10 000 threads, enfin 10 000 coroutines, qui attendent chacune une seconde, ça prend 90 millisecondes, quoi. Donc, on voit que les coroutines sont très, très, très légères. Mais, si on décide d'aller à 100 000 threads, qu'est-ce qui va se passer selon vous? La machine fond. Là, avant ça, la JVM nous dit j'en peux plus là. Hein? On se calme. Eh bien, évidemment, les coroutines, c'est pas des threads. Donc, ça pose pas de problème. Et donc, on a lancé 10 000 coroutines qui vont s'exécuter en parallèle, sauf que elles vont, évidemment, c'est pas du parallèle, c'est des coroutines, elles vont s'exécuter maximum sur autant de threads que vous avez de corps, et l'overweight est très très léger. Et ça ouvre la voie à un type de programmation qu'on appelle la programmation par acteur, que certains apprécient particulièrement. Et si ça vous intéresse, je vous engage à aller sur la doc pour aller voir, parce que la programmation par acteur, c'est cool. Voilà pour les coroutines uniquement en général. On va parler maintenant, si Android Studio veut bien, voilà, des coroutines dans le cadre, oui non je vais sortir de ça pour l'instant, dans le cadre d'Android, vu que la présentation s'appelait les coroutines pour Android. Donc j'ai une petite application
Je vais vous sortir le layout, voilà, pour que vous compreniez. Il devrait s'afficher, voilà. J'ai une application avec un text view et une progress bar. Okay. On fait juste de la démo, donc on ne veut pas aller plus loin. Est-ce qu'il va me sortir? Non, c'est pas ça que je veux. Ok, donc il ne va pas, c'est pas grave. J'ai une classe que j'appelle fake API. Donc, on a vu, grâce à James, qu'est-ce que c'est qu'un objet. Donc, j'ai mon objet fake API qui a deux méthodes et qui font toutes les deux la même chose, qui attendent 1 seconde et demie avant de retourner une string. Le principe ici, c'est d'émuler une API classique. On va dire que vous avez besoin d'afficher le nom de quelqu'un qui vient de se loguer. Et donc, le use case, c'est très simple. C'est deux appels d'API. Un appel qui vous permet de vous loguer, vous passez un username, password, ça vous retourne un string qui est un token qui représente le session ID ou whatever. Une fonction getName qui prend en paramètre la session et qui vous retourne le string qui est le nom de la personne. Donc là, on voit que c'est un use case assez classique où on va faire deux appels réseau à la suite. On ne veut pas bloquer le thread UI, on veut faire les choses bien, etc. Notez que j'émule le fait d'utiliser Retrofit avec RxJava 2, donc on retourne un single, on va pouvoir se subscribe dessus, donc c'est toute la mécanique RxJava 2. Donc, oui, et on parlait tout à l'heure de Kotlin Android Extensions. Vous verrez que moi je préfère personnellement utiliser les Android Kotlin Extensions. Et d'ailleurs, il y avait un use case où les Android Extensions n'étaient pas mis en cache. Et donc si vous utilisiez le fameux pattern du viewholder, eh bien, si vous utilisiez les Kotlin Android Extensions, à ce moment-là, vous défonciez toute optimisation possible parce que c'était pas optimisé. Et justement, sur la dernière version, non pas sur la dernière, sur l'avant-dernière version de Kotlin 1.1, ça s'est corrigé. Donc maintenant, vous pouvez utiliser les Kotlin Android Extensions pour n'importe quel use case, ça sera toujours optimisé. Et donc comment ça marche? Il y a un import qui se fait automatiquement et vous voyez que j'ai un text view ici, je ne l'ai jamais déclaré nulle part. Mais pourquoi je l'ai? C'est parce que son ID, c'est TextView et que Kotlin me propose automatiquement d'aller le chercher là. Donc, en fait, Kotlin Android Extension, ça vous permet de même plus déclarer vos vues. Vous les utilisez quand vous en avez besoin. Il va les chercher quand il y en a besoin. Il les met en cache, évidemment, pour ne pas refaire un find view by ID à chaque fois. C'est la balle. Donc, voici comment est-ce qu'on utiliserait mon objet fake API si on ne connaissait pas les coroutines. On se login, on récupère le token, on appelle le token, on récupère le nom. Comme on est dans un code, comme on est dans un code asynchrone, il ne faut pas oublier de run a new thread et on change nos vues en fonction des résultats et on n'oublie pas le mur de accolade fermante. Voilà. Alors, je vous entends déjà me dire, Salomon, tu sais pas faire du RxJava. Parce que si tu savais faire du RxJava, t'écrirais ça. Voilà. Donc si, évidemment, je sais faire du RxJava. Mais pour lire ça, il faut que tout le monde comprenne RxJava. D'accord? Il faut comprendre ce que ça veut dire. Flatmap, c'est-à-dire qu'on va transformer, en l'occurrence un single ou un observable, en rebalançant le résultat dans un nouvel observable. Bref, voilà, il faut comprendre les schedulers. Oui, évidemment. Et avant que les coroutines sortent, moi j'étais fan de ça, et je le suis toujours parce que c'est très élégant, et que quand on fait des API, le fait de pouvoir composer des observables, des singles, des flowables, etc., c'est quand même chouette. Mais quand on fait une application, on a envie d'être plus explicite. Et c'est là
qu'arrivent les coroutines. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué ce que c'était Clanch, donc ça fait partie de Kotlin X coroutine. Et donc là, on va lancer un code qui va s'exécuter dans le thread UI, okay, ou en tout cas, on est sûr que tout ce qu'on va y mettre va s'exécuter dans le thread UI. Sauf que, ici, on a un petit await. Alors, qu'est-ce que c'est que cet await? Cet await, c'est une extension function définie par Kotlin X coroutine RX2 qui permet de suspendre la coroutine et de la reprendre avec le résultat du single. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que je récupère le token en utilisant await. Ça ne veut pas dire que fakeAPI.login va s'exécuter dans le thread UI vu qu'on est dans launch UI. Non, fakeAPI.login, on a vu que ça retournait un single qui s'exécutait dans schedulers.io pour RxJava. Donc ça va bien s'exécuter dans schedulers.io de RxJava, mais le fait d'utiliser await va suspendre la coroutine, la redémarrer lorsqu'on aura le résultat. Et comme on est dans l'UI, on sait que tout le code, enfin que le code, quand il revient, on sera de nouveau dans l'UI thread. Et de la même manière, on va chercher le nom, et puis ensuite, en lui passant le token, on le wait de la même manière et on modifie les flux. Ma position personnelle, c'est que ce code est beaucoup plus lisible que les deux codes précédents que je vous ai montrés, parce que on a quelque chose, on a une suite logique. J'ai besoin du token, j'ai besoin du nom, je modifie mes vues en fonction du résultat. Je vous montrerai à la fin que ça marche, hein, mais j'ai la flemme de lancer l'émulateur à chaque fois. Ok, prenons maintenant. Donc, on a vu que await. Alors, je ne vous ai pas montré quelque chose. Pardon. Mon petit build. Voilà. Pour avoir accès à tout ça, il faut utiliser Kotlin X coroutine Android qui vous donne le contexte de coroutine UI pour que ça s'exécute toujours dans le handler, enfin dans le looper thread de Android UI. Il faut utiliser Kotlin coroutine RX2 qui nous permet d'avoir la petite fonction await qui nous permet de await une valeur sur les singles, les flowables, les observables, les maybe, etc. Voilà. Donc évidemment, tout n'est pas fourni par défaut, il faut déclarer ce qu'on souhaite. Prenons maintenant une fake bad API. Mon objet fake bad API est exactement le même que fake API, à ceci près qu'on fait du JavaScript, et donc on prend une callback qui prend qui va être exécutée avec le résultat. Donc là, on n'a plus le single, l'observable, ou etc. On utilise des callbacks en dernier paramètre. Ne faites pas ça, mais, parce que JS s'est retrouvé à faire ça et c'était mal. Mais imaginons que vous devez manipuler cette API, c'est pas vous qui en êtes responsable, vous devez manipuler cette API et, comme moi, vous pensez que les coroutines, c'est bien, donc vous aimeriez utiliser les coroutines. Ça, c'est la manière dont on l'utiliserait de manière générique sans les coroutines. De la même manière, on appelle login, on lui passe en dernier paramètre une lambda qui va être exécutée avec le résultat. Dès qu'on a le token, on fait la même chose pour récupérer le nom. Ensuite, on n'oublie pas de run on UI thread et on exécute les vues. Ok, alors comment est-ce que on peut passer de ça à ça? Ok, c'est pas magique, mais on a retiré le dernier paramètre et on est de nouveau avec les coroutines en launch UI, avec le code asynchrone qui s'exécute quand il doit, où il doit, etc. Eh bien, il suffit de faire deux petites fonctions d'extension qui portent le même nom, donc je leur ai donné le même nom justement, et cette fois-ci, il n'y a pas la callback. Alors comment est-ce que ça marche? J'utilise un channel. Un channel, donc, en termes dans le... Ça vient de la théorie qui s'appelle PyCalculus, qui définit justement la programmation par acteur. Un channel, c'est l'idée qu'une coroutine a quelque chose à dire, et une coroutine a quelque chose à entendre. Si une coroutine qui a quelque chose à dire n'a personne de l'autre côté du pipe, elle va se suspendre.
Si une coroutine qui veut entendre quelque chose n'a personne de l'autre côté du pipe, va se suspendre. Et lorsque les deux coroutines sont synchrones, une à écouter, l'autre à dire, à ce moment-là, les deux se débloquent et l'information passe. D'accord? C'est le principe d'un channel. Et donc, là, j'utilise le channel et dans la callback de ma fonction login ou de ma fonction getName, je send la valeur au channel et je return channel receive. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà que c'est une fonction suspensive, parce que channel.receive va suspendre la coroutine. Donc, il faut que la fonction elle-même soit suspensive. Parce qu'une coroutine ne peut suspendre qu'à l'intérieur d'une autre coroutine, etc. Donc, la fonction est suspensive parce qu'elle appelle une fonction suspensive. Ensuite, on voit ce run blocking. Parce que toute coroutine doit être transformée en machine à état dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, il faut exécuter toute fonction suspensive dans une coroutine. Là, en l'occurrence, je lance une coroutine qui va bloquer, qui va bloquer le thread, mais comme de toute façon derrière, je sais qu'il y en a une qui reçoit, c'est pas grave. Et donc, avec ce petit trick des channels, on peut facilement transformer une une callback-based API en API suspensive et de coroutine. Et j'en arrive au dernier. Ça nous permet même de faire ce genre de code. Parce que, comme on peut suspendre à n'importe quel moment, on n'est pas obligé d'enregistrer le token dans une variable pour ensuite la passer à la fonction name et d'enregistrer name dans une variable. Si je veux, je peux très bien avoir une fonction suspensive dans un paramètre d'une autre fonction suspensive qui assigne une valeur. Et ça va suspendre dans le bon ordre. C'est beau. Voilà, ça va se lancer, puis vous allez constater que ça marche. Et surtout, vous allez constater que la progress bar n'est pas bloquée. Et donc que tout s'exécute à la suite, de manière asynchrone. Voilà, voilà. Donc ça devrait durer 3 secondes, et au bout de 3 secondes, on a le nom. Sachant que le code que je viens de vous exécuter ici, c'est celui-là, c'est-à-dire littéralement 3 lignes. Pas de gestion d'asynchronicité, parce que les coroutines gèrent toute la synchronicité pour vous et vous assurent que tout code qui s'affiche ici est exécuté dans le thread UI. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de au moins aller regarder les coroutines d'un peu plus près et je suis à votre disposition pour toute question. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, hein. En tout cas, voilà, il faut croire que j'ai été super clair. Juste avant qu'on prenne une petite part de pizza et qu'on boive, et on pourra te poser des questions, plein de questions sur les coroutines, c'est assez complexe. Juste dernière news qu'on voulait partager avec vous. Donc il y avait 3 infos qu'on voulait vous donner, puis on voulait avoir un peu votre retour aussi là-dessus, donc on pourra aussi en parler dans le cadre du pot. La première chose, c'est qu'on va lancer une Kotlin Conf en Europe, et on souhaite que Paris soit la première ville pour héberger la Kotlin Conf Europe. Donc on a commencé à échanger avec JetBrains sur le sujet, ils sont super motivés. Et j'ai échangé dimanche avec Romain Guy, parce que c'était les 10 ans d'Android, et puis avec des gens aussi du Paris Android User Group. Et donc on s'associerait pour... d'une part, bosser sur Android Makers, qui est l'événement du Paris Android User Group chaque année, qui a lieu en avril. C'est le premier en tout cas l'année dernière. Et je leur en ai parlé à certains d'entre eux en tout cas. Et l'idée, c'est d'avoir en parallèle en même temps, parce que ça intéresse des gens qui sont sur Android, quand on parle de Kotlin. Alors il y a aussi des gens d'iOS peut-être demain, ou JS, ou du back-office qui seront intéressés. Ben voilà, l'idée. Donc si vous voulez nous aider, faire des talks, renforcer l'équipe, en tout cas voilà, c'est ce qu'on souhaiterait faire.
Et j'espère que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. En tout cas, beaucoup de gens l'attendent et ça serait culotté de le faire, et je trouve que ça serait bien de le faire. Voilà. Et puis Salomon qui part voilà, à SF prochainement à la CotlinConf va aussi en parler, voilà, discuter avec les gens de JetBrains sur le sujet. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de venir nous voir juste après. Deuxième chose, on a comme idée de lancer, alors pour l'instant c'est des réflexions, mais on se dit, pour aider les boîtes, alors, on voyait Sergei tout à l'heure, Saint-Criteo, mais dans plein d'autres boîtes, je crois qu'il y a des gens de Canal aussi ici dans la salle, mais il y a plein d'autres boîtes qui aimeraient pousser Kotlin. Donc l'idée c'est de monter une sorte de hub d'expertise. Alors on ne sait pas encore de quelle manière on va le faire, mais en tout cas voilà, c'est de se réunir des experts, des indépendants ou autres pour pousser en tout cas Kotlin dans des boîtes, renforcer le savoir autour de Kotlin et le promouvoir. Donc si vous avez, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous et de voir comment on pourrait avancer, de voir quel type de prestations ou d'offres on pourrait amener. Et si on peut pousser voilà, Sergei et Criteo à migrer certains développements sur Kotlin, ce serait avec grand plaisir. Dernier point, il y a pas mal de gens qui travaillent sur Android évidemment ce soir. On pense que Kotlin voilà, touche beaucoup d'autres personnes, beaucoup de types de profils de développeurs. Donc là aussi on va essayer de s'étendre à d'autres communautés et de les faire venir dans notre meetup. Donc si vous connaissez des gens qui seraient prêts à faire des talks autour de Kotlin, sur le cross-dev demain, qui bosse sur la version bêta de la 1.2, ou qui bosse sur iOS, qui seraient intéressés sur du Kotlin native, n'hésitez pas à les faire venir. Je pense que ça serait bien d'ouvrir à autre chose que Android, même si c'est Android qui va pousser beaucoup Kotlin. Je pense que ce serait une bonne chose. Donc voilà les annonces qu'on voulait vous faire. Donc c'est assez important, c'est assez, je dirais, ambitieux, mais il faut de l'ambition. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire. On est plein de devs à Paris. Et voilà, il y a plein d'autres choses à faire. Merci. Et puis, plaisir de discuter avec vous. Et merci à Criteo encore pour...